Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2, saison 2 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Juliette Verga-la-Liberté, qui est hypnologue et psychopraticienne. Bonjour Juliette, Bonjour, tu vas bien? ça va bien, oui, merci. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'est cool. Alors du coup, qui es-tu? Eh bien, écoute, Juliette, j'ai 44 ans maintenant, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi, et puis je suis la belle-mère d'un jeune homme de 20 ans que j'ai connu lorsqu'il en avait 4 ou 5, et puis moi j'aime bien dire marâtre, parce que comme ça dédramatise, et puis ça nous fait bien rire tous les deux, et ça laisse toute la place à sa maman, à sa mère. Ouais, c'est chouette. Ok. C'est quoi ton métier, Juliette? Bah, du coup, hypnologue alors. Donc Ouais. moi, je reçois des enfants, des adolescentes, avec de l'écriture inclusive partout dedans, et puis des adultes. Et en parallèle, j'accompagne les créations artistiques avec Ouais. l'intégration de l'hypnose dans les processus de création ou dans l'œuvre elle-même, un peu, tu vois, conseil technique dans ces cas-là. Et j'interviens dans des écoles, et puis voilà, médiation sensible dans les musées, c'est ce qui se passe en ce moment. Et ça reste, pour moi, cette médiation-là, une espèce de prolongement de l'enseignement, ce que Mhm. j'ai fait pendant 17 ans. Ouais, parce que tu as eu plusieurs vies dans une vie, je crois. Écoute, je sais pas, quand j'ai parlé un peu de mon adolescence, je me suis rendu compte qu'à 25 ans, j'avais déjà fini mon premier boulot chez les architectes, au cabinet d'architecture, et que je commençais à être prof. Donc, Ouais. ouais. À 44 ans, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses Ouais, hein. déjà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tous ces métiers et puis aujourd'hui à en arriver donc à être hypnologue et psychopraticienne du coup? Bah écoute, l'intérêt pour la psyché, je pense que c'est vraiment ancien chez moi, hein. C'est un truc, c'est des bouquins que je dévorais quand j'avais 12 ans, donc c'est Mm. un peu vieux, et là, moi, j'étais partie avec l'enseignement, l'importance de la famille, de l'état de l'enfant pour les apprentissages, et cetera. Forcément, il y a déjà un début de formation de base sur les stades du développement, la psychologie de l'enfant, qui est présente dès la formation. Mm. Puis après, soit on se passionne, soit on oublie, mais c'est là dans dans la première formation, c'est prévu. Et moi, j'étais partie pour me former plutôt en thérapie manuelle, Ah ouais? pédagogie perceptive, fasciathérapie, voilà, temps présent, corps, etc. Et j'ai vu un hypno pour moi parce que j'ai eu un accident. J'ai été électrocutée dans un appart pas tout à fait aux normes. Mm. Et du coup, là, le côté vraiment psychocorporel, ça m'allait très bien, et j'avais fort envie de cette relation-là entre les connaissances psy et la relation sensible, la Mm. relation de corps à corps avec les personnes. C'est chouette. Du coup, quand on accompagne les ados, en général, c'est que on a une adolescence aussi. Qu'est-ce que tu as à nous en dire de ton adolescence? Moi, j'ai eu une adolescence vraiment dont je dirais qu'elle était multiple. C'est-à-dire, d'un Ouais. côté, c'était la très bonne élève, sportive, joyeuse. Bon, on disait encore garçon manqué quand même à l'époque, Mmh. hein, c'était beaucoup comme ça. Et en même temps, j'étais une adolescente qui avait vraiment une grande anxiété, beaucoup de complexes physiques, et puis des failles dans l'appartenance sociale. Je me suis construite par un mimétisme un peu sauvage, Mmh. principalement au masculin, donc avec tout ce que ça peut avoir de toxique, hein, comme comportement. Mais Ouais. c'était pour moi ce qui faisait modèle de je préfère ça qu'être assise dans un coin sur un muret, en fait. Ça me faisait plus envie. Et puis, ça, c'est jusqu'à 15 ans. Mmh. Il y a toujours cette date de l'adolescence. Après, les 10 années suivantes, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Mmh. C'est les classes préparatoires, donc bon, aussi du stress normal, Mmh. contextuel. Mmh. L'anxiété qui perdure quand même pas mal, mais le plus grand plaisir à prendre de l'autonomie, la joie des études universitaires. Intellectuellement, Mmh. ça, il y avait du bon qui s'installait. Et puis voilà, comme je te disais, suivant les âges qu'on met à l'adolescence, ben voilà, à 25 ans, je commençais déjà mon deuxième boulot. Mmh. Ouais, j'aime bien moi rappeler que dans le podcast, l'objectif c'est de parler des ados de 15 à 25. Tu sais, c'est vraiment cette notion-là de on n'est pas dans le début de l'adolescence, on est dans l'adolescence où il y a une certaine décision, il y a une certaine volonté, il y a une responsabilisation qui est un peu plus grande encore, et puis un engagement en tout cas de la part des ados. Et en plus de ça, l'OMS dit que le cerveau n'est pas mature avant 25 ans. Donc clairement, on est dans le créneau. Tout On est va à bien. cet endroit-là, exactement. Ouais.
Après, voilà, moi, c'est vrai que il me semble que les prémices de l'adolescence, là, Mmh. les 11-15 ans, sont importants. Je suis d'accord. Qu'aujourd'hui, il y a des associations de Mmh. prévention suicide, des questions autour de la Mmh. transidentité, etc., qui réalisent qu'intervenir dès la Mmh. sixième, ça serait intéressant Mmh. parce qu'il y a des choses qui peuvent s'installer et Mmh. que là, si on est dans les trucs un peu, tu vois, stade de développement d'Erickson, Eric Mmh. Erickson, bah, de 11-12 Mmh. à 18, il y a cette première phase de intimité, construction de soi, possibilité d'identification, de individuation dès ce moment-là. Mmh. Donc voilà, c'est une longue période l'adolescence. Ouais, c'est sûr, tout à fait. Mm. C'est quoi ton plus dans l'accompagnement des ados et des jeunes adultes, du coup? Ah, alors, mon truc à moi. Mhm. Écoute, le plus important à mes yeux, je pense que vraiment, c'est de ne pas prendre les adolescents pour des imbéciles. Mmh. Il y a quelque chose pour moi où on ne peut pas faire semblant. Il y a vraiment tisser tranquillement la relation parce qu'il y a un intérêt réel pour le monde intérieur et prendre le temps de la pédagogie. Moi, Mmh. ça m'a remis à accepter ce qu'on peut avoir l'impression qu'on nous apprend à quitter, une posture de pédagogue, Mmh. d'expliquer, de accepter l'idée d'être adulte. Mmh. Voilà, c'est pas le plus sexy, Mmh. mais que c'est pas avec. Moi aussi, j'étais adolescente. C'est vrai, ça existe, on le Ouais. porte, mais qu'on accompagne aussi en tant qu'adulte avec un Mmh. truc qui peut poser voilà, de l'explication, de la connaissance scientifique, de l'information Mmh. à des grands enfants quoi, qui savent déjà, qui comprennent déjà Mmh. bien de quoi on parle. Pour moi, oui, je trouve que expliquer ça, c'est des séances où moi, je les prépare matériellement. Je peux Mmh. faire des schémas, je peux photographier des passages de bouquins pour leur montrer. Mmh. Après, les ados, c'est aussi avec eux que je joue à l'hypnose. Voilà, les phénomènes un peu hypnotiques, marrants, les trucs, Ouais. c'est avec eux que je le fais, mais pas tellement pour les séduire Mmh. avec le côté hypnotique, mais vraiment pour mettre du corps. Mmh. Avec eux, je travaille beaucoup en respiration, en mouvement, debout. C'est comme, tu vois, c'est comme suggérer que le corps aura sa place avant d'en parler. Mais Mmh. déjà, le laisser bouger, le laisser être là, parfois l'amener à être là, hein. Mmh. Ça peut être tout petit, ça dépend d'où ils partent. Si j'ai Mmh. une adolescente qui est recroquevillée sur elle-même dans un grand sweat, on ne fera Mmh. pas la même chose. Mais quand même, là, le mouvement, au moins idéomoteur, au moins phénomène hypnotique, il est toujours présent. Après, les ados, peut-être ça dépend un peu de ce qui est amené en séance, hein, mais j'aime beaucoup, moi, utiliser le rêve éveillé Ouais. avec eux parce que ça permet d'apprendre le consentement tout en faisant la séance. Que Mmh. ce soit pas forcément un sujet, mais le fait de, en tout cas dans la manière dont moi il m'a été transmis, moi j'avais lu des bouquins, tu vois, Elisabeth Mercier, comme ça, mais j'ai fait la formation avec Marie Lisel dans sa façon et son optique très très déterminée. Et Mmh. du coup, il y a quelque chose qui est de toujours demander avant de faire, toujours faire délicatement, y compris dans le système interne. Donc ça me semble vraiment adapté et respectueux pour eux. Mmh. Et qu'est-ce que je veux dire aussi ma petite phrase fétiche, parler haut, écouter fort, ça c'est un truc que j'aime leur transmettre pour leur groupe d'amis, pour leur famille, pour l'école, pour même à l'intérieur d'eux-mêmes se permettre Mmh. dès le départ de dire toi, ok t'es une part de moi, mais là tu m'as fatiguée et j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Aussi dans ce sens-là et pas que de la douceur ou de la négociation, mais Mmh. prendre, voilà, avoir un grand jeu Mmh. qui puisse avoir cet endroit-là et oui, oui, dire je. Après, j'ai beaucoup posé de questions dont j'entends pas de réponse aussi avec les adolescentes, juste pour dire qu'on peut en parler, Mmh. mais j'attends pas. C'est un peu jeté à droite à gauche et puis c'est les bouquins sur les étagères, c'est des choses mises un peu, voilà, qui lancent des petites pistes, mais Ouais. j'attends pas forcément de réponse. Ouais. Ce que j'entends, c'est que tu leur mets en place un espèce de lieu sécuritaire où ils peuvent tout déposer, où beaucoup de choses sont autorisées Mm. et où tu leur apprends un petit peu à se positionner par rapport à tout ce qu'il y a autour, quoi. Oui, je pense que oui, quand tu dis ça, ça va être ça. Ça va être vraiment un lieu safe avec un cadre que moi, c'est important pour moi, c'est extrêmement Mmh. important pour moi, même comme adulte. Donc un cadre qui est clair, Mmh. qui peut bouger. Et Mmh. ça, c'est dit déjà dans le cadre, que aussi clair soit-il, il va pouvoir évoluer, mais qui est clair. Et à l'intérieur de ça, bien sûr,
pouvoir incarner ça, hein, le fait qu'ils peuvent se fâcher, Mmh. ils peuvent trouver que ça sert à rien les questions que je leur pose. Mmh. Mais si je le fais, je sais pourquoi je le fais. Mmh. Donc c'est aussi avoir atteint cet endroit-là pour les accompagner. Ouais, c'est chouette. Mm. Qu'est-ce qui te marque le plus dans les accompagnements d'ados? Le plus souvent, en fait, ils m'émerveillent. Moi, j'ai un truc, je dis, hein, la jeunesse sauvera le monde. Il y a un truc où j'apprends beaucoup, déjà, moins de jeunes gens sur des bouquins, tu vois, des comptes Instagram, des gens qui ont 20 ans et qui vont chercher de la recherche, de la matière scientifique et qui témoignent, etc. Carrément. Et je trouve que alors qu'ils sont pris dans leur tempête hormonale, on sait bien que le cerveau est bien saturé là-haut, les questions sociétales avec toute la peur de l'avenir, les trucs qu'on connaît au cabinet, hein, Mmh. voilà, écologique, économique, enfin bon, quand même, ça bouge beaucoup. Toutes ces questions relationnelles qui sont dures, Mmh. vraiment à cet endroit-là. Hein. Moi, récemment, j'ai plutôt des jeunes personnes, tu vois, plutôt entre 20 et 25, avec des questions sur l'amitié pas claires du tout, Mmh. avec un truc d'amis qui ne sont pas des amis Mmh. selon les définitions que moi je peux mettre dessus et qui sont des espèces d'obligations sociales qu'ils subissent Mmh. à voilà, entre 20 et 25 ans, un moment où on pourrait imaginer, où on croit se souvenir qu'on est plutôt dans quelque chose de joyeux. Mais ce qui m'émerveille, moi, c'est que malgré tout ce bazar-là, ils restent souvent très avides d'apprendre, Mmh. justement. Donc, ils s'emparent de tout ce que tu leur donnes comme schéma de compréhension, comme grille, etc. Et vraiment un truc de chercher autre chose que ce qui est là. Mmh. Ok, le monde, il est comme ça, mais non. Mmh. Ok, ça ressemble à ça une relation, mais non. Et ça, ce truc de dire non, si c'est intégré, s'il y a vraiment ce truc, Mmh. il y a la place pour ça, et que ça ne devient pas une espèce de rébellion douloureuse et stérile et qui isole, et ben ça permet d'aller à cet endroit de changer un peu les choses. Moi, ça me va quand même bien que ça change aussi. Et puis je trouve que même, et ça c'est quelque chose qu'on peut voir hein, chez des tout jeunes adultes, mais aussi des 15, 16, 17 ans, même quand il y a un grand désespoir, parce qu'on flirte souvent avec le désespoir dans ces âges-là, il y a un élan de vie qui est extrêmement fort. En même temps, il y a cette espèce de mélange. Et puis, ben, le temps a passé, tu vois, tu posais la question de ma propre adolescence, c'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a, je sais pas quoi, 25, peut-être 30 ans. C'était 30 ans le début de mon adolescence à moi, et en fait, quand je les reçois, je mesure à quel point les brimades continuent, la question du harcèlement, mais aussi la manière dont la société les met en concurrence, et qui c'est qui est le plus beau, et qui c'est qui est le plus Mmh. fort, le plus scolaire, le moins scolaire, le plus créatif, le moins créatif, et que ça, c'est quelque chose qu'ils introjectent très fort, et je trouve qu'ils ont un regard extrêmement dur Mmh. sur eux-mêmes. L'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, où là où on pourrait imaginer que les adolescentes se laissent un peu vivre, sont un peu comme ça dans une espèce de paresse, je trouve qu'ils sont vraiment très, très durs et très exigeants Mmh. envers eux-mêmes, souvent. Mmh. Voilà. Il y a une notion très importante du regard de l'autre à ces âges-là. Ils sont toujours en train de se comparer et du coup, ils se comparent eux-mêmes à d'autres, mais Mm. seulement selon la face de l'iceberg qu'ils voient eux-mêmes. Et donc moi, je leur explique toujours que ce qu'ils voient, c'est qu'une partie de la réalité, c'est pas toute la réalité. Et comment je me compare moi à une image que j'ai de quelqu'un? C'est pas possible en fait. Ça fonctionne pas. Et c'est souvent l'idée que je me fais de quelqu'un, tu sais, il y a cette notion de projection que j'aime bien leur expliquer aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences, de volonté de bien faire et puis cet accès à l'information qui est quasiment illimité au quotidien, qui fait que du coup, ben, faut tout. Faut tout, tout faire très vite et du coup, j'exige de moi ce truc-là tout le temps. Tout le temps. Et puis, tu vois, moi, je peux me demander à quel point, hein, nous, en tant qu'accompagnante, on peut parfois être, on peut être un petit peu pris dans ce Mmh. système-là. C'est-à-dire que pour la famille, on peut être encore comme on serait un prof particulier ou un coach de tennis, c'est-à-dire encore quelqu'un qui va faire qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes, tu Mmh. vois, ces trucs. C'est arrivé tard pour nous dans nos vies, le fait que Mmh. ça existe, ces histoires de développement personnel. Mais eux, ils ont ça à 15 ans. Mmh. Donc c'est comme s'il il y a tellement d'outils et tellement de possibilités que ils doivent être
beaux, bien habillés, bien maquillés, bons à l'école et musclés comme il faut, mais en plus, psychiquement, Mmh. ils doivent être propres, efficaces, avoir réglé leurs Mmh. difficultés. Et parfois, ils ont 16 ans. Mmh. Ça me semble vraiment un poids Mmh. solide. Mmh. Vraiment, voilà, quelque chose qui est assez violent et où c'est important pour nous, accompagnants, accompagnantes, de se sortir de ça, de Mmh. pouvoir se mettre vraiment à l'endroit de tu es déjà très bien. Mmh. Moi, je viens pour que tu aies plus de plaisir et moins de souffrance. C'est à ça Mmh. que je sers, mais pas que tu sois mieux, parce qu'il n'y a pas mieux, tu es. Donc, il y a un truc qui est des fois pas facile quand la famille est présente ou quand c'est pour des demandes en lien avec du sport ou de la Mmh. scolarité, mais c'est un peu compliqué à cet endroit. Ouais. Voilà, éviter de faire partie de ça, quoi. De venir Ouais, renforcer ce truc d'être encore mieux. carrément. Ouais, c'est clair. OK. Sur le thème d'aujourd'hui qui change et qui varie, on avait envie de parler de la sériosité, du côté important dans l'adolescence, Mm. parce que c'est une période qui est quand même particulière et puis nous adultes, mais les parents pareil, ont tendance à penser que, ben, c'est des trucs d'ados, quoi, et les trucs d'ados, c'est Exactement. un peu, c'est pas très important. Mm. Qu'est-ce que tu as à nous en dire de ça? Bah écoute, oui, moi, il y a quelque chose qui est très... Pour moi, c'est sur un fil. C'est-à-dire qu'on doit, nous, en tant qu'accompagnante, et amener les parents à apprendre à faire ça, qui est à la fois tenir d'un côté que l'adolescence, c'est une période transitoire, et en même temps, ne pas négliger les adolescentes sous prétexte que c'est l'adolescence et que ça passera. Donc du coup, il y a vraiment ce truc où on va avoir des ados qui vont être dans une adaptation psychologique avec des transformations corporelles. Il y a les mutations sur le plan de leur désir, de les possibilités affectives, intellectuelles, l'élargissement de leurs possibles, de leur cercle, etc. Donc c'est merveilleux. Et en même temps, sur un plan individuel, ils ont un enjeu qui est extrême, qui est considérable, mais qui est autant considérable que l'incertitude est immense sur les Mmh. possibilités réelles. Donc il y a quelque chose de très fragile dans ce moment-là. Et donc, à la fois, il est vrai que les ados peuvent traverser, juste voyager dans les structures psychiques, explorer des états limites et vivre voilà, des épisodes psychotiques sans que ça soit inscrit. Mais la plupart sont névrosés, hein, comme nous tous qui avons la chance de ne pas être malades. Mais en même temps, l'adolescence, c'est un moment où on va avoir des personnes qui peuvent vivre des états dépressifs parfois très violents, majeurs, avoir des idées suicidaires, rentrer dans des troubles du comportement alimentaire, vivre des stress post-traumatiques parce que l'adolescence, c'est aussi l'âge des premiers viols, des premières agressions sexuelles, le harcèlement. Et si c'est pas à ce moment-là, on va avoir aussi le fait que l'adolescence, c'est la période où ce que l'enfance avait refoulé de manière efficace, ça peut revenir. Mmh. Donc on va avoir deux couches déjà d'âge, la projection dans l'âge adulte, le fait qu'il peut y avoir le retour de l'enfance qui vient de taper, et des choses à vivre difficiles à ce moment-là. Donc les adolescents, ils peuvent être obsessionnels, ils peuvent développer des TOC, ils peuvent être un peu parano, ils peuvent avoir des passages schizoïdes, ils peuvent être pris dans des enjeux de pouvoir, des enjeux relationnels extrêmement toxiques, phobie sociale ou scolaire, évidemment. Enfin, ça, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, mais à cet endroit-là, moi, j'accompagne les adolescentes avec un psychiatre ou une psychiatre. Pas tant pour avoir un aval de oui, madame, vous avez le droit de faire de l'hypnose, mais parce que voilà, c'est sérieux, c'est Mmh. la vie de personne, et qu'à cet endroit-là, il y a besoin pour un adolescent qui n'est pas juste fan de black metal, mais qui vit avec des idées suicidaires au quotidien, Mmh. qui a besoin de quelque chose, d'un traitement, d'un soutien. Donc après, il y a quelque chose qui est un peu compliqué, c'est que les diagnostics de l'adolescence sont pas figés. Si les diagnostics sont pas figés pendant l'adolescence, ils peuvent devenir permanents. Et dans ce cas-là, c'est important de pouvoir préciser rapidement quel est le diagnostic pour que le développement se poursuive aussi bien que possible, Mmh. puisqu'ils sont dans cette immaturité et que peut-être pendant 10 ans. Et c'est une des difficultés.
pour des adolescents, ne pas savoir de quoi ils souffrent, Mmh. parce qu'on leur dit: «On te diagnostiquera quand tu auras 18 ou 20 ans», c'est quand même un problème. Quand Mmh. l'anxiété est grande, quand il y a des idées obsédantes comme ça, c'est vraiment une source supplémentaire de souffrance. Puis d'inquiétude parce que du coup pour eux, c'est pas la norme. Je déteste ce mot-là, mais ils ont l'impression d'être différents en fait et du coup ça peut générer une angoisse complémentaire sur le comment je me situe face aux autres et est-ce que je suis malade? J'avais souvenir d'une jeune fille que j'accompagnais qui moi m'inquiétait beaucoup sur certains côtés, parce qu'elle avait des positionnements qui pouvaient me paraître, je sais pas. Bref, il y avait un truc que je ne sentais pas dans son attitude et dans son positionnement et clairement, elle me disait: «Moi, ma maman a vu une voyante et la voyante avait dit que je serais, psychotique ou je ne sais plus, quelle pathologie» et elle, ça la terrorisait de me dire: «Bah, tu vois, j'ai ces pensées-là. Comme j'ai ces pensées-là, j'ai regardé sur internet et ça dit que peut-être que je serais comme ça» et je trouve que c'est important de remettre du Mmh. sens Ah, là-dedans. oui, pouvoir donner de l'explication, dépathologiser quand c'est nécessaire et en même temps, lorsqu'il y a un trouble de la personnalité, l'expliquer. Mmh. Parce que là, on n'est pas dans de la littérature, il y a des avancées scientifiques, c'est pas seulement des théories, il y a des études. Et comme tu le dis très bien, les adolescents, eux, peuvent se retrouver pris entre je suis pas comme les autres, je suis pas normal, je suis pas comme les autres, je suis pas normal, ou je suis adolescente, donc c'est normal que, je m'enferme, sans cesse dans ma chambre, que je me scarifies et que je dors plus la nuit, Mmh. ce qui est pas meilleur. Mmh. Et de l'autre côté, des adultes qui peuvent être soit très inquiets, soit eux-mêmes dans: «Oh ben moi aussi quand j'étais ado et Mmh. puis ça lui passera». Donc ils sont pris comme ça dans des questions par rapport à la norme, Mmh. multiples. C'est pas du Mmh. tout les mêmes à l'intérieur d'eux, dans leurs groupes sociaux d'adolescents, avec les adultes, CPE de Mmh. collège, lycée, parents, accompagnants parfois. Donc tout est assez mêlé Mmh. et oui, ça rajoute ça. Mmh. Et puis, on le voit beaucoup avec les diagnostics tardifs, c'est-à-dire que ça soulage les gens. Ça Mmh. existe, ils sont pas seuls, ils portent un truc que d'autres humains, humaines ont aussi et puis ça avance et donc il y a voilà, faut c'est pas évident de Mmh. trouver les bonnes personnes Mmh. pour ça, parce que souvent c'est repoussé, mais les adolescentes ont besoin de savoir ce qu'ils ont. Mmh. Si on leur dit: «Ah mais c'est un truc, passager, vous manquez de sommeil», voilà. Vous manquez de sommeil et en fait le sommeil, regardez et puis en fait le cycle du sucre, c'est aussi quelque chose et c'est pas juste, tu manges pas, comme il faut, mais c'est tu manges du sucre et en plus tu dors pas, il y a ça qui se passe et tu Mmh. bois du café en fait, parce qu'au Mmh. lycée tu bois du café et pouvoir détailler ça, Mmh. ça normalise, mais quand c'est pas ça et qu'il y a réellement un trouble qui peut s'installer ou pas, Mmh. ça me semble important à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. On a aussi un truc avec les adultes là-dessus, c'est que parfois, comme tu le disais très bien, les parents, vont prendre de la distance en disant: «Moi, quand j'étais ado, je vivais ça» ou alors au contraire vont se fermer complètement sur le: «C'est pas normal ce qui se passe, c'est paniquant, je comprends pas, je sais pas». Comment on accompagne ça? Écoute, moi, à cet endroit-là, je reprends, tu vois, le truc du psychanalyste et psychothérapeute Alain Héril, qui fait Mmh. notre psychopatho, à l'Arche, hein, Mmh. donc puisque c'est cette école-là, mais qui dit un truc que moi j'ai retrouvé fort dans ma propre adolescence, dans l'adolescence de cet enfant dont je suis la marâtre ou au cabinet, c'est: «Lâchez-moi, mais soyez là pour moi toujours». Lui, Mmh. il dit un truc comme c'est «Lâche-moi, mais tiens-moi la main» ou quelque chose comme ça Mmh. et ça me semble très très compliqué à transmettre. Mmh. Mais du coup, c'est aussi pour les adultes le fait de prendre au sérieux la souffrance de leurs enfants, entendre que les comportements symptômes peuvent être tout à fait transitoires et qu'en même temps, ce n'est pas parce que de nombreux ados souffrent qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Et ça, c'est un équilibre qui est compliqué. Mmh. Ça mérite de l'expliquer aux parents aussi, de prendre soin d'eux, Mmh. parce que, eh ben, quand on est parent, on n'a pas forcément travaillé sur sa propre enfance et sa propre adolescence, et que Mmh. là, ça vient réveiller des choses et ça vient taper très fort. Mmh. L'adolescence, c'est cette période qui est pas évidente. Donc, je trouve que les ados, ils méritent mieux que c'est l'adolescence, ça passera. Mmh. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut tout pathologiser. Il y a vraiment un équilibre à tenir là. Mais ce grand-as ou cette grande-as, en fait, moi, j'ai tendance à leur dire, c'est toujours votre enfant.
et il n'a pas atteint sa maturité. Mmh. Donc, en fait, quand il se réveillait la nuit, c'était compliqué. Et bien là, elle s'enferme dans sa chambre. Tenez bon. Mmh. Informez-vous comme vous l'avez fait pour la diversification alimentaire. Le taf n'est pas fini, désolé, c'est pas Ouais. fini, ça va continuer longtemps. Et par contre, prendre les stades de développement en considération. Que si le sommeil, il y a un livre que je recommande fortement parce que ça va jusqu'à l'adolescence, c'est Le sommeil, le rêve et l'enfant de ces deux pédiatres, dont Chalamel, qui elle est chercheuse à l'INSERM sur le sommeil. Ça va jusque-là. Ça permet de se dire, ah tiens, c'est vrai, maintenant qu'il est grand, je m'en fous de son sommeil, mais pourtant ça Mmh. m'obsédait les 5 premières années de sa Mmh. vie. Donc voilà. Par contre, si votre adolescente se scarifie, qu'elle souffre d'insomnie ou qu'il y a un trouble du comportement alimentaire qui se met en place, on consulte des Mmh. médecins, des psychiatres. Mmh. C'est pas dans la norme. Il y a Mmh. besoin d'un diagnostic médical à ce moment-là. Et du coup, c'est ce que je disais un peu, mais tu vois, notre propre éducation, notre expérience influe énormément nos pratiques de parents. Donc, c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi aux parents de faire le travail d'investigation sur leur propre adolescence et comment ça s'est passé et qu'est-ce qui était difficile. Trier ce qui, dans leur éducation, est involontaire Mmh. ou ceux qu'ils choisissent consciemment. De garder. Mmh. Donc, c'est pas avec les adolescentes, on n'est pas porteuse forcément de choses faciles auprès des parents. Mmh. C'est vrai avec les enfants, mais parfois il y a des petites astuces un peu simples qui peuvent mettre en place, qui vraiment facilitent la vie. Avec les adolescents, ben, c'est comme un rappel. Mmh. C'est pour moi aussi le rôle de l'adolescent, hein. C'est Mmh. l'adolescent qui dit j'ai rien demandé, c'est quoi ce monde? Ben, c'est aussi un rappel de ok, et toi t'en as fait quoi, maman, papa, de Ouais. ton adolescence? C'était comment? Ouais. Ouais. Ça pique un peu, Ça pique un peu. ça Ouais, pique un peu. carrément. En fait, c'est super important pour toi? Oui, et ben écoute, moi, c'est le truc de la transition de vie. C'est-à-dire, il y a d'autres transitions de vie qui peuvent me toucher sur des changements de vie, du postpartum, du post-traumatique. Mmh. Mais là, bah, c'est essentiel pour la suite. En fait, on est dans un truc où l'ado, il a besoin absolument de connaître le cadre dans lequel il évolue. Il a besoin de se sentir contenu et en même temps d'apprécier cette liberté nouvelle sur pas mal de sujets quand même. Et le fait que sa capacité à co-créer son environnement grandit Mmh. avec lui. Je sais pas comment dire, le truc là pour aider à la fois connaître, apprendre, explorer le cadre dans lequel il évolue et goûter, avoir plaisir à cette autonomie, c'est vraiment un truc de juste, tu n'es pas seul. Voilà, tu traverses un truc que d'autres ont traversé. Et si jamais tu as une pathologie particulière, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Ça fonctionne comme Mmh. ça avance. C'est Mmh. vraiment, voilà, avec beaucoup de laisser tranquille, laisser libre à l'intérieur d'un cadre pensé pour lui sur mesure. Génial. On essaie de Ah, faire c'est ça. top. Ouais, j'adore. OK, super. Bon, donc on a fait un petit peu le tour de notre sujet, même si on pourrait en parler des heures, on est d'accord. J'ai envie de te proposer les questions du quiz de fin. Tu sais, c'est les questions que je pose à tout le monde. La première chose, c'est qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc où tu te disais: «Ça, je ferai pas». Alors, ce qui a changé, d'abord, c'est de prendre des enfants et des adolescents. Parce que moi, après toutes ces années comme prof auprès d'enfants d'élémentaire, mais aussi des adolescents en rupture sociale, machin, je m'étais dit, c'est trop important Mmh. pour que j'y mette les mains. Mmh. Donc ça a changé déjà. Le moment où je les ai accueillis, c'était vraiment le fait d'avoir fait un peu le tour et de se dire, bah, tu as des outils pour fais-le. Mmh. Donc, premièrement, et là, plus récemment, ce qui a changé, c'est d'accepter de reprendre la Mmh. posture de pédagogue. C'est vraiment d'expliquer, d'utiliser les grilles de lecture, de les adapter et aussi d'être à cet endroit, d'être adulte, dont je Mmh. parlais un peu tout à l'heure, sans essayer de dire que quand même, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on Mmh. est une vieille conne Mmh. et pouvoir regarder ce truc de bah ouais, je suis adulte. En fait, il y a aussi des choses qui font envie dans le fait de Mmh. devenir adulte, parce que je crois que c'est ce qui peut manquer aux adolescents dans les Mmh. perspectives. C'est ok, Mmh. mon avenir c'est de devenir adulte. Ils n'ont pas l'air contents, les adultes, et que souvent on renvoie un Mmh. truc qui fait pas rêver, et que cet élan qu'ils ont très fort, bah, ils ont besoin de le projeter sur quelque chose. Et donc, trouver ça, ce Mmh. truc de je suis adulte, il y a mille et une façons d'être adulte.
Mmh. Par contre, il y a une définition à peu près claire et c'est vers ça que toi tu vas, Mmh. à ta façon. Donc voilà, on Mmh. pourrait facilement se dire faut te retrouver son âme d'adolescent, mais en fait, non. Et puis c'est pas non plus l'adulte qui vient surplomber un Mmh. enfant, mais c'est vraiment comme si de ton adulte à toi, tu te connectais au devenir adulte Mmh. de l'adolescent. Et ça C'est c'est quelque chouette. chose qui est Ouais. pas mal, ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait? Pratique et travail, étudie, Ouais, approprie-toi les connaissances, bosse en fait. Je pense ouais. qu'il y a un truc qu'on a évoqué rapidement, mais c'est vraiment garde. Enfin, voilà. Le rapport que tu as au savoir, à l'intellect, c'est OK. Mmh. Dans le travail, il y a la présence au corps de l'autre, Mmh. etc. Mais en amont, avant les séances, après les séances, bah voilà. Mmh. Juste, ne t'empêche pas de travailler. Bizarre, hein. J'adore. Est-ce que tu crois qu'il y a des mauvaises recommandations dans nos métiers? Tu sais, des trucs qu'on nous dit qui font que Par avec du exemple, recul? ouais, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est le on n'est pas psy. Mmh. Parce qu'en fait, bah, c'est pas une raison pour pas étudier. Je vais revenir à cet endroit-là. Moi, quand Mmh. j'étais prof, j'étais pas psy. Quand on est Mmh. parent, on n'est pas psy. Mais en fait, les bases de la psycho, de l'attachement ou les stades de Mmh. développement, c'est quand même pas mal de le connaître. Mmh. Donc, je pense qu'il y a ça. J'ai hésité entre Mmh. suis ton intuition Mmh. ou tes ressentis, mais il y a une part qui m'intéresse là-dedans, dans ce qui se passe, dans le champ, dans soi. Et donc, le mot peut m'embêter, mais il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse dans ce champ relationnel. Mmh. Par contre, ouais, on n'est pas des psys, non? Mmh. Bien sûr que non. On Mmh. n'étudie pas 5 ans la psycho. Par contre, accompagner de l'humain, ça mérite d'avoir quelques connaissances un peu costauds, quoi. On est d'accord, Ouais, je c'est crois. important. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec ça. OK. Alors, la question d'après, je l'ai un peu changée depuis que je l'ai mise. C'est-à-dire qu'au départ, je disais: «Est-ce que tu recommandes un ou plusieurs de tes collègues?» Aujourd'hui, je le tournerai plus du côté, est-ce que tu délègues par certains côtés? Est-ce qu'il y a des moments où dans tes accompagnements, tu te dis: «Là, stop, c'est trop pour moi»? Alors moi, je donne toujours l'exemple que j'ai une jeune fille que j'accompagnais, qui se scarifiait et que j'ai découvert en séance. Elle était suivie par un psy, par une psychiatre et cetera et elle ne l'avait jamais dit et c'est en séance avec moi que c'est sorti. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai redonné le bébé, quand je parle du bébé, je parle des scarifications, de cette situation-là, aux psychologues et aux psychiatres qui l'accompagnaient aussi. Quand il y a des risques suicidaires, moi je transmets toujours à un médecin. Est-ce que toi, il y a des choses que tu transmets à certains moments? Alors, comme je te disais, hein, quand il y a des troubles type comportement Mmh. alimentaire, idées suicidaires, etc., je demande aux parents que l'enfant soit aussi suivi par un médecin. Ouais. Et pour le coup, un médecin. Je suis Mmh. un peu embêtante, Je mais suis d'accord. voilà. Pour Mmh. l'instant, j'ai une femme psychiatre que je connais, dont je sais comment elle travaille et je peux la recommander tranquillement. Après, ça pourrait être tout à fait un ou une psychologue Mmh. clinicien si je connaissais quelqu'un proche Mmh. et dont je connaissais les méthodes. Mais pour moi, c'est important à cet Mmh. endroit-là. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ça me va bien. Et après, quand tu parles de déléguer, oui, c'est-à-dire que sur des sujets très spécifiques, moi, je sais que je peux accueillir, que voilà, je fais une Mmh. part de travail, de compréhension ou de déconstruction, mais si la demande est extrêmement spécifique, je vais dire la même chose que ce que je fais pour moi. Telle personne est spécialisée, Mmh. donc la relation avec moi est chouette, peut-être on peut se voir qu'une fois par Mmh. trimestre, mais il existe cette personne qui est spécialisée, Mmh. ne vous en privez pas. Mmh. Voilà. Je suis d'accord. S'écouter en fait sur, ce qu'on accompagne et ce qu'on a envie aussi d'accompagner et ce que voilà, Mm, on en parlait avec d'autres dans ce cadre-là, ça me va bien. mm. Moi, je vais avoir un truc qui est généraliste, tu Ouais. vois. Mais si ce qui prend le pas, c'est pas une anxiété généralisée, mais c'est réellement un trouble du comportement alimentaire identifié et que la personne n'a pas un suivi psy de qualité sur Mmh. ce sujet, on a des collègues qui se Mmh. sont spécialisés sur ces Mmh. sujets-là. Donc, Mmh. moi, ça me va bien. Mmh. Voilà. Je Ça me romps pas Ouais, l'accompagnement, hein. Je suis là, mais je peux être là moins souvent. Ça, c'est super. vraiment quelque chose qui peut arriver. Ou il y a à Massy, il y a une ostéopathe qui a un DU sur les violences faites aux femmes. Et Mmh. dans les cas de viol, par exemple, sur adolescentes, eh ben, je peux proposer qu'elles aillent une fois sur Mmh. deux chez elles, Mmh. une fois sur deux chez moi. Mmh. Ce genre de choses. Mmh. C'est chouette. OK. Est-ce qu'il y a 3 choses, situations données, vérifications, tu sais, qui sont essentielles pour toi dans l'accompagnement d'un ado? Alors souvent on me répond,
Faut qu'ils aient envie. Écoute, ils ont pas besoin d'avoir plus envie que les autres. Ouais, En fait, moi, je vais te répondre ça. ça me va. C'est ils viennent alors soit on les a traînés par la peau du sweatshirt, soit, ils avaient un peu envie. Mmh. Après, ils ont le droit de pas avoir envie, Mmh. ils ont le droit d'avoir peur, et ils ont Mmh. le droit donc je suis pas sûre. Moi, je sais que j'ai besoin d'un minimum de contexte. Donc il peut m'arriver de prendre de l'info auprès des parents. Voilà, à partir du moment je suis plus embêtée quand ils sont majeurs, Mmh. alors que c'est juste une question d'âge, mais je Mmh. peux prendre de l'information. Je peux avoir Mmh. besoin de savoir un peu, par l'extérieur. Mmh. Ça m'est arrivé de contacter une CPE Mmh. pour, parce que l'enfant avait des choses et elle lui en avait déjà parlé, donc ça, c'était possible. Quelques événements de vie, hein. Voilà, ça fait partie de ce Mmh. contexte-là. Et s'il y a ou non des passages à l'acte. Avec que ça part de elle claque la porte et elle s'en va de la Mmh. maison à il y a déjà eu de l'hospitalisation. Mmh. Parce que ça m'est arrivé au début de ma pratique quand même des choses où c'est l'adolescent qui, à la 4e séance, dit: «Mais vous savez, je suis déjà allé à l'hôpital», et je fais: «Pardon, vos parents ont oublié de me le dire». Donc Ouais. j'aime voilà, c'est surtout en termes de contexte, en fait, Mmh. étrangement. Environnement, j'ai besoin d'avoir des choses sur l'environnement. Ouais, c'est clair. Et sinon, non. Et même, je vais te dire, ça m'embête ce truc de: «Il faut qu'ils aient envie». C'est même quelque chose qui Ah m'embête ouais. parce que, tu vois, les enfants, on n'a pas besoin de leur accord. Les parents les amènent, c'est pareil dans le système scolaire, c'est on fait venir la psy de l'école dans l'école. Il y a pas besoin de l'accord de l'enfant, Mmh. on s'en passe. Je sais pas exactement pourquoi, mais on s'en passe. Et l'adolescent, même dans des instituts spécialisés pour les adolescents, il y en a un où c'est, justement troubles du comportement a alimentaire et accident de la route. Voir le psy, c'est optionnel. Il faut qu'ils en fassent la demande. Je comprends pas, Non. honnêtement. Mmh. Voilà. Je me dis, ils sont obligés de voir le kiné, ils pourraient être obligés de voir le psy. Et s'ils n'ont pas envie, bah, ils boudent pendant Mmh. 1 heure. Mais ça me semble injuste de leur demander plus Mmh. qu'aux enfants une envie. Ouais, je comprends. Voilà. Ils sont pas Ça se obligés. tient. Ouais, OK, ça me va. OK. Du coup, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton actualité? Parce que je sais que tu fais plein de choses et j'ai envie que tu nous en parles un peu. Ben, écoute, là, c'est les visites hypnotiques au musée de Cluny, voilà, qui essaiment avec d'autres musées, mais en ce moment-là, il va y avoir la deuxième le 18 juin et une autre à la rentrée le 3 septembre. Donc ça, c'est super. Moi, la médiation, c'est vraiment une suite de l'éducation. C'est la même chose que quand j'écrivais des critiques sur les pièces, c'est-à-dire faire comme ça un pont entre l'œuvre et les personnes. C'est du groupe, moi j'aime ça. C'est des gens qui connaissent pas forcément, donc il y a un émerveillement qui est beau. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui revient à cet endroit un peu du somatique et du sensible, etc. Donc qui est important pour moi. Et après, écoute, je fais partie d'un tout petit groupe de réflexion sur l'éducation aux émotions. Donc on est 5 la plupart du temps, parfois 6, avec des gens liés à l'enseignement ou à la prise en charge, tu vois, type centre de loisirs, à la Mmh. ville de Paris. Parce que moi, je trouve que c'est souvent très simplifié et que c'est dommage. Et que les enfants, même très jeunes, on peut les initier, les éduquer au fait que c'est extrêmement complexe, que les émotions, on en a plein en même temps et que c'est à la fois la tête et le corps et pas chercher à simplifier. Je sais que mon propre enfant, je lui ai expliqué que celui qui est normal dans les monstres des émotions, c'est celui qui est tout mélangé. C'est ça Mmh. qui est normal. Mmh. Que si on devient tout bleu ou tout jaune, Mmh. Ça ça marche pas. n'existe pas. Mmh. Ouais. Voilà. Et puis sinon, moi, après, ben, voilà, je suis toujours dans une réflexion personnelle autour de ce que les outils hypnotiques apportent de particulier sur ce qu'on pourrait appeler un accompagnement à l'émancipation, ou une thérapie par l'émancipation. Voilà, ça continue. Je ne sais Mmh. pas la forme on verra, mais le fond s'enrichit pas mal. C'est chouette. Ouais. Alors, la dernière question, c'est vraiment une question, que j'aime beaucoup. Imaginons qu'on ait quelqu'un qui soit super pressé et qui écoute que les 2 dernières minutes du Mm. podcast. Qu'est-ce que Mm. tu voudrais qu'elle sache? Prendre les souffrances des adolescentes au Au sérieux. sérieux, hein. Ouais, Mmh. je voudrais que cette personne sache que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les ados en France. Mmh. Ils meurent pas beaucoup les ados, hein, soyez tranquilles, ils meurent très peu par rapport au reste de la population,
mais c'est le suicide. Et la dépression, c'est la cause majeure d'accidents, d'handicap. Mmh. Donc, voilà. Prenez soin d'eux et d'elles. Ouais, carrément. Merci beaucoup Juliette, c'était topissime. Quel joli partage. Merci de tout cœur. Merci à toi de faire ça pour eux. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Croire en eux, le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.